Séjourner ici, c'est la promesse d'une vie de château. Un moment hors du temps. Ne rien faire, seulement profiter. Passer d'un moment de détente à un autre. Avoir comme seule contingence l'obligation de faire bonne chère. Pour que vous passiez ce bon moment, le personnel de l'hôtel 5 étoiles Le Grand Barail, lui, se démène en coulisses. 65 femmes de chambre et réceptionnistes, serveuses et maîtres d'hôtel s'activent en toute discrétion. Un ballet à la synchronisation parfaite. Un ballet désormais en costume masqué depuis le Covid. Le directeur des lieux, Benjamin Robic, a dû s'adapter. Il a fallu faire des embauches spéciales Covid. Aujourd'hui, au petit déjeuner, ce ne sont plus les clients qui se servent au niveau du buffet, mais on a une voire deux personnes tous les matins au petit déjeuner qui servent au buffet les clients en fonction de ce qu'ils veulent. On a également dû embaucher 2 autres personnes qui sont en charge de la désinfection des lieux communs. En plus de la chasse à la poussière, le personnel doit maintenant faire la chasse au virus. Chaque jour, une personne différente accomplit cette tâche. Aujourd'hui, c'est au tour d'Amparo Morales. Un tour complet de l'hôtel prend 1h30 et se répète 3 fois par jour. Le Covid, ça a ajouté du travail ? Évidemment, parce que la procédure du nettoyage est beaucoup plus longue. On a dû changer tous les produits de nettoyage pour qu'ils soient actifs contre les virus et bactéries. Et il faut dédier évidemment une personne aux désinfections des communs la journée et le soir. Hors de question que le Covid ne parasite le séjour des clients. Pour une nuit ici, en plein cœur des vignes bordelaises, ils ont déboursé entre 200 et 500 €. À ce prix-là, ils sont en droit d'exiger la perfection. Une pression sur les épaules de la gouvernante, Mathilde Cherby. Elle supervise les 12 femmes de chambre de l'hôtel. Donc Anna, nous avons la chambre 21. Les clients viennent de partir, donc vous pouvez faire la chambre. La chambre fait 35 mètres carrés. La décoration est chargée, les matériaux précieux. La femme de chambre, c'est le poste clé d'un 5 étoiles. Du travail d'Anna Cristina Serron dépend la satisfaction des clients. Faire le ménage, ce n'est peut-être pas sorcier chez vous, mais dans l'hôtellerie de luxe, c'est du grand art. C'est quoi la différence entre faire un lit chez soi et faire un lit dans un grand hôtel de luxe ? Évidemment, on fait plus attention parce que nos clients sont très exigeants et on doit donner une bonne impression dans la chambre parce que la première chose qu'un client regarde, c'est le lit. Un lit king size, au matelas épais et lourd. Pour chaque chambre, Anna Cristina doit défaire puis refaire le drap, la housse de couette Oh, ya c'est calor. et 8 aides d'oreiller. Je transpire. Elle a 1 heure pour faire la chambre. Son rythme cardiaque s'accélère. C'est très physique. Moi, toujours, je dis, je vais faire crossfit dans le travail. Pendant 8 heures, c'est ça. Mais bueno, maintenant, je vais faire la salle de bain. Un travail fatigant, mais aussi très minutieux. Anna Cristina doit faire attention à chaque petit détail. Une trace de savon sur la robinetterie, une goutte d'eau sur un miroir peuvent être repérées par des clients pointilleux. Est-ce que vous savez pourquoi notre vêtement c'est noir? Non, pourquoi? Parce que comme ça, on peut regarder s'il y a encore des taches ou non. On regarde nous-mêmes et avec les couleurs. Vous servez de test au miroir, en fait. Voilà. Cela fait 9 mois qu'Anna Cristina travaille ici.
Elle dit être plus heureuse que dans d'autres hôtels. Elle travaille 39 heures par semaine, dans une bonne ambiance d'après elle. Quand on a beaucoup de travail, toutes les filles viennent pour nous aider nous-mêmes. Il y a des solidarités. On travaille à notre rythme et que aussi les responsables comme la gouvernante ou l'assistante gouvernante nous donnent de confiance pour faire notre travail. Une demi-heure plus tard, Mathilde, la gouvernante, arrive pour inspecter le travail d'Anna Cristina. Service des tâches. Chaque chambre est inspectée 3 fois par la gouvernante ou son assistante. Donc, toujours se mettre à la place du client. Premier coup d'œil lorsque vous arrivez dans la chambre. La disposition de la table, du canapé, des oreillers, que le lit, tout soit bien centré. Gouvernante, c'est le poste le plus pointilleux. Mathilde voit des choses que notre œil ne soupçonne même pas. Le cadre, qui n'est pas tout à fait droit. Voilà, c'est assez sensible. Elle inspecte en moyenne 25 chambres par jour. Entre chaque, elle désinfecte ses mains pour ne rien contaminer. Cette suite sera occupée d'ici 20 minutes par des clients qui viennent d'arriver à l'hôtel. Malheur aux grains de poussière sur l'orchidée ou au cintre mal rangé. Pour ne rien vous cacher, nous nous sommes demandé si Mathilde et Anna Cristina n'avaient pas forcé le trait de plumeau pour plaire à nos caméras. Mais non, promis juré, c'est ainsi dans toutes les chambres. Foi de clients exigeants. C'est très cosy, très propre. Oui, très propre. Ma femme est dans l'hôtellerie. Elle cherche toujours la petite bête quand on voyage. Et jusqu'ici, elle n'a rien pu trouver. Oui, ici, le sens de l'hospitalité est fantastique. Ce que vous venez de voir est rare. Les hôtels de luxe n'aiment pas montrer leurs coulisses. Car derrière une image lustrée, se cache parfois une réalité beaucoup moins reluisante pour les petites mains des 5 étoiles et des palaces. Grâce au travail des femmes de chambre et des gouvernantes, l'hôtellerie a généré 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Elles sont pourtant les moins bien payées. À peine au-dessus du SMIC horaire, malgré la difficulté, la cadence parfois infernale et la pression constante. On parle vraiment du stress qui tue. Ils m'ont détruit. Vraiment, c'est une destruction, mais totale, hein, totale. Dans ce secteur, les accidents du travail sont fréquents. En 2018, les maladies professionnelles y ont augmenté de 6%, y compris dans l'hôtellerie de luxe. Oh mon Dieu, cette horreur. C'est une infection, le client a vomi dans le lavabo. Les palaces ont de plus en plus recours à des sous-traitants qui enfreignent parfois le code du travail. Ce secteur-là connaît vraiment des conditions de travail très rudes et même en termes de rémunération, du vol. La petite elle met 7 heures pour faire cette chambre. Elle n'en sera payée que 4. Malgré des grèves emblématiques, les femmes de chambre peinent à se faire entendre. Avec le Covid, leurs postes, précaires, sont les premiers à être supprimés. Nous avons voulu comprendre ce que ces femmes vivaient dans leur chair. Infiltration dans un univers feutré, parfois sans pitié pour ses salariés. Au départ de cette enquête, nous avons voulu viser les étoiles, celles des palaces parisiens. L'un d'entre eux nous intéresse particulièrement,
Le Georges V. À cause d'un document que nous nous sommes procurés. Un rapport qui a fait l'effet d'une bombe dans ce milieu plutôt discret. Réalisé en 2018 par un cabinet d'expertise, il porte sur les conditions de travail dans le palace. Un chapitre entier est consacré à la forte augmentation de la pénibilité. Dans le détail, les mots sont durs. Des pressions psychologiques liées aux exigences de rapidité. On y lit également des témoignages de salariés comme celui-ci. Maux de genoux, d'articulation, arthrose. C'est pas facile en ce moment. Même à mon âge, 30 ans. Le Georges V a refusé de nous ouvrir ses portes. Alors, avant le Covid, nous avons choisi de faire embaucher comme femme de chambre l'une des journalistes de l'équipe, Sarah. Sa tenue lui est fournie. La direction lui a demandé d'être physiquement impeccable. Sarah n'a eu aucun mal à se faire embaucher. J'ai pas eu besoin de mentir sur mon CV parce que j'ai eu effectivement une petite expérience dans l'hôtellerie pendant mes études. Donc voilà. J'ai seulement mis mon baccalauréat, donc voilà, j'ai pas mis les études que j'avais faites. Sarah sera notre objectif de caméra durant ces quelques jours de travail au Georges V. À peine arrivée, elle est plongée dans le grand bain. On a pas mal de suites. 43 arrivées, 32 départs et 84 couches. Voilà, alors je vous souhaite une agréable journée. Étonnamment, Sarah n'a pas de formation spécifique de la part de la direction pour lui apprendre les bons gestes afin d'être efficace sans se faire mal. Service inscrit. Bonjour, monsieur. Service. Sa formation, c'est seulement quelques journées en doublon avec une autre femme de chambre. Qu'est-ce que je fais au premier? Hop, j'ai mis le produit huilette de l'étoilette. Pour qu'on se désinfecte bien. Hop, d'accord? Ne prends pas de temps. Très vivement. Le nettoyage de chaque chambre est minuté. C'est parti. Maintenant, j'ai lavé ma douche, n'est-ce pas? Oui. Comme de l'eau chaude, je passe par la raclette. Vite fait, à chaque fois, je retourne mon chiffon. Cette suite mesure 80 mètres carrés, 2 fois plus grande qu'une chambre au Grand Barail. Mais les femmes de chambre ne disposent que d'1h30 pour la nettoyer de fond en comble. Ça prend 5 minutes pour nettoyer la douche. 5 minutes. Comment on peut faire bien les choses? Eh bien, il faut organiser. Hein. Parfait. Mission accomplie en 90 minutes chrono. À pied? Et donc tu cours tout le temps dans les étages avec ton aspirateur et tes affaires? Pas le temps de souffler, Sarah et sa tutrice enchaînent avec une autre chambre. Service inscrit. Bonjour. Monsieur. Au-delà de son expérience passée dans l'hôtellerie lors de ses études, Sarah était aussi sportive de haut niveau. Elle a énormément d'endurance physique. Pourtant, après quelques jours au Georges V, son corps se rappelle à elle. La difficulté, effectivement, c'est pas de faire un lit, mais d'en faire plusieurs à la chaîne. Les matelas sont relativement épais. C'est des matelas qui sont lourds. Et effectivement, on doit aussi... on nous demande que le lit soit nickel. Donc, au-delà de mettre le drap, faut vraiment tirer, soulever le lit et vraiment tout faire pour que la surface soit lisse. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi éreintant physiquement. Ça veut dire, je m'attendais à la fatigue, mais je ne m'attendais pas à la douleur. Après quelques jours en doublon avec des femmes de chambre, Sarah fait son premier service en solo. Era la 12.
Oui. Départ. Oui. Première chambre toute seule. Service? Comme toutes les femmes de chambre du Georges V, Sarah va être chaperonnée, mais à distance, par une application. Donc là, on a la chambre à nettoyer. Du coup, c'est parti. Dès qu'elle pénètre dans la chambre à nettoyer, Sarah doit cliquer sur l'application. Un chronomètre s'enclenche et permet à la gouvernante de suivre sa progression, à distance, en temps réel. Si Sarah dépasse le temps imparti, la gouvernante le sait immédiatement. On était surveillés, donc la gouvernante savait exactement quand je commençais à nettoyer la chambre et quand j'avais fini. Donc ça rajoute beaucoup de pression. Le chronomètre est lancé. Sarah a 1 heure pour tout nettoyer. Première mission, trouver des draps pour les lits jumeaux. Et première déconvenue dans la réserve. Il n'y a pas de drap twin. Ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'à l'autre office. Les draps de lits jumeaux sont introuvables. Sarah court à l'autre bout de l'étage avec une panière qu'elle doit porter à bout de bras. Pourquoi il n'y a plus de draps? Putain, c'est pas possible. Bonjour. Il n'y a plus du tout de drap twin. Ah, c'est mon collègue qui est là-bas. De l'autre côté, ouais. La twin, c'est là-bas. Ok, merci. Et c'est reparti. Ils font que ça, en fait, courir dans tous les sens. Non, c'est pas de ce côté-là. Je vais mettre un câble. L'heure tourne. La chambre n'est toujours pas commencée. Le chronomètre défile sur l'application surveillée par les gouvernantes. La pression monte. Encore une demi-heure. C'est pas possible. Sarah fait aussi vite qu'elle le peut. La chambre à 1h15. C'est pas si mal que ça. 1h15, c'est trop. Sarah essaye de rattraper le temps perdu avec la chambre suivante. Service? Raté. L'application l'a trahi. Elle est encore en train de finir la salle de bain quand sa supérieure, la gouvernante, monte inspecter son travail. Bah, écoute, niveau qualité, elle est bien ta chambre. Il n'y a pas grand-chose, mais quand même des petits détails importants. Ok. Alors, déjà, il y avait l'aspi, je vous le dis parce que je me rappelle. L'aspi, il y avait des petites étiquettes de vêtements encore par terre. Vous savez, les petites étiquettes en plastique, là. Ah, ok, j'ai dû manquer ça. Ouais, il faudrait repasser un petit coup d'aspi. Je les retourne? Oui, il faudrait retourner après. D'accord. C'est ici. Dans la salle de bain, j'ai la boîte de mouchoirs, il y a des petits éclats d'eau, des petits éclaboussures, il faudra la renettoyer. Okay. J'ai refait aussi un peu le miroir à ce niveau-là, il y avait pas mal de traces. Faites bien attention, surtout dans les chambres à ce niveau-là, et en dessous, il y avait des petites éclaboussures encore d'eau. D'accord. Le bloc-notes du bureau, en fait, il a été très utilisé. Vous voyez, des pages avaient été arrachées, du coup, il était un peu fin, donc n'hésitez pas à le remplacer. On va remettre un nouveau. Voilà, exactement. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'aller plus vite. Pourtant, Sarah ne se ménage pas. Son smartphone calcule chacun de ses pas. Lors de son expérience au Georges V, le compteur s'affole certains jours. Là, j'en ai un à... J'avais à peu près, par exemple, un à 21 500. Pas. Ça fait combien de kilomètres à peu près? Alors, ça fait à peu près 14 kilomètres. D'accord. J'ai effectivement le nombre d'étages montés aussi sur l'application. Et j'ai eu un jour où j'ai fait l'équivalent de 54 étages sur la journée de travail. Une tour Eiffel et demie, mais sans la vue. Après 5 jours à ce rythme, Sarah est convoquée par une autre gouvernante. Sa cadence n'est toujours pas assez rapide. Alors, bien. Assis. C'est juste pour que tu te reposes aussi un peu. Alors, aujourd'hui, tu as fait 3 chambres. Oui. D'accord. Ouais. On a fait la 122, la 128 et la 130. Oui. 3 chambres. Donc, c'est pas notre objectif. Notre Bien objectif, tu sais, c'est 7 chambres. Alors, je connais le monde du palace dans Paris, et je sais qu'ici, c'est particulièrement dur.
les extras. Et c'est que je sais que quand ça ne plaît pas, au bout de 2 jours, on teste et on dit au revoir. J'ai dû dire au revoir à beaucoup de filles. Mais ça arrive souvent que les extras, on les teste à la formation et après, on continue pas. Oui, souvent. Ouais. Et je sais ce qu'ils font les filles. Mais Sarah a de la chance. La gouvernante l'a plutôt à la bonne. Alors, elle lui délivre quelques petits tuyaux. Est-ce que tu fais les plaintes dans toutes les chambres? Je les fais quand je vois qu'elles sont sales, je passe dessus. Parce que c'est pas la peine dans toutes les chambres, tu vois. C'est pas la peine de les faire dans toutes les chambres. Je dirais que oui, mais là où tu pourras gagner du temps, enfin là je t'invite pas à tricher, mais je sais ce qu'ils font les filles. Enfin, ça fait 8 ans que je bosse là-dedans, donc je sais très bien. Elles ont des astuces pour aller un peu plus vite. Des astuces pour aller plus vite. Parce que je pense que là, pour l'instant, je les ai pas du tout, les astuces pour aller plus vite. Des astuces pour aller plus vite. Elles zappent certains trucs, tu vois. Donc je passe au-dessus des détails ou... Je peux pas te dire ça. C'est juste de comprendre comment je dois faire. Je sais, mais je peux pas te dire ça parce que sinon je pars contre moi-même. Mais si je veux que tu avances plus vite, je sais. Tu rentres dans ta chambre, tu strips, comme j'ai dit, les étapes, je peux pas me répéter. Et tu vas faire le lit. Voilà. Donc vite fait. Il serait donc en fait très difficile de respecter les consignes données à une telle cadence. Pourtant, c'est ce que le Georges V impose à ses femmes de chambre. Le palace propose finalement un poste à Sarah, qui décline. Elle aurait touché 2 400 € bruts par mois, prime de précarité comprise. Le stress qu'elle a ressenti et les conditions de travail difficiles pointées par le rapport d'experts, d'autres salariés l'ont vécu. Cet homme a longtemps travaillé au Georges V comme équipier. Un poste d'homme à tout faire, chargé de déplacer les meubles ou de remplir les mini-bars. Il accepte de nous décrire son quotidien de l'époque, à condition de ne pas être reconnu. Nous l'appellerons Christophe. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal que ça à parler librement dans le petit monde des palaces? Le monde de l'hôtellerie de luxe est sur la place parisienne. On peut dire que c'est un terrain miné, dans le sens où les grandes adresses se connaissent, les patrons, les ressources humaines donc, se connaissent. Et puis, ça peut porter préjudice pour un prochain poste. C'est ce qui fait en sorte que le témoignage il est couvert d'anonymat pour éviter ce type de représailles plus tard. À son poste, Christophe travaillait en étroite collaboration avec des femmes de chambre et partageait leurs conditions de travail difficiles. Le stress, en fait, c'est un quotidien. Au Georges V, on arrive au travail parfois, par moment, la boule au ventre. Nos supérieurs hiérarchiques, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et du coup, le stress, en fait, il descend du haut de la pyramide pour atteindre vraiment son plus haut niveau au bas de la pyramide, qui s'exerce sur nous employés. On parle vraiment du stress qui tue. Et on a un mot d'ordre qui revient tout le temps, en fait. C'est on ne dit jamais non à un client. À quel prix? Ça, c'est au détriment de l'humain, au détriment des bras épuisés au Georges V, au détriment de l'effectif manquant. Mais on ne dit jamais non à un client. On s'est rendu compte, à la langue, ça fait des séquelles mentales. Les séquelles physiques, elles y sont. Nous avons sollicité la direction du Georges V pour une interview. Ils l'ont immédiatement refusée. Ces cadences très soutenues, ces gestes pénibles, répétitifs, ont de lourdes conséquences sur les salariés de l'hôtellerie. En 2018, les maladies professionnelles ont augmenté de près de 6% dans le secteur. Et les accidents du travail sont plus nombreux que dans la moyenne nationale. Des accidents qui laissent parfois de terribles séquelles. Yahya Meslem a travaillé plus de 25 ans dans un autre hôtel, le Crillon. Regardez la vue. Comment on n'est pas fier. Le célèbre palace de la place de la Concorde. Petite main, au service des plus grands de ce monde, il en garde des souvenirs émus. Et là, c'est avec Zizou, avec Zidane, ouais. Il était jeune aussi. Hein. Yahya Meslem, lui aussi, était équipier. Il a passé sa carrière à satisfaire les caprices les plus excentriques de ses clients.
vraiment une riche milliardaire russe. Elle a loué une suite, c'est pour son chien. Je vous promets, on a mis, regardez, ça c'est une suite au 3e étage. Voilà, ça c'est, on a ramené de la pelouse et tout, et on a mis un petit parc pour son chien. Mais on le faisait avec amour, parce qu'on aimait ça, on aimait faire plaisir. C'est ça. C'est... Ouais. Sa vie a basculé en 2011. Un accident bête, mais aux conséquences très lourdes. J'ai pris un minibar, le frigo, et parce qu'il y avait de la poussière et tout, je voulais passer un aspirateur, un coup d'aspirateur et tout. Et c'est là où je l'ai reçu sur moi. Je suis retourné en arrière et j'ai senti un claquement au dos. Voilà. Je ne pouvais même pas me relever et tout. Donc vous êtes très sérieusement blessé. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Un arrêt de longue durée. Exactement. 2 ans à peu près. Hein. Vertèbre brisée, Yahya Meslem ne peut plus courir dans les étages. Le médecin du travail recommande qu'il change de fonction pour prendre un poste assis, mais le Crillon refuse et le licencie en 2015. Être handicapé, on vous met à l'écart ouais, complètement, du monde du travail. Pourtant, j'ai donné, hein. J'ai donné. Jamais malade, toujours à l'heure, irréprochable. Ils m'ont détruit. Vraiment, c'est une destruction, mais totale, hein. Totale. Son licenciement est annulé par l'inspection du travail, qui oblige le Crillon à le réintégrer. Mais le Palace le licencie de nouveau en 2018. Contacté, la direction du Crillon n'a pas souhaité répondre. En 2019, Yahya Meslem porte plainte au prud'homme pour faire annuler ce 2e licenciement. Allez, allez. On va parler un petit peu. Cette audience, je pense que c'était important que vous soyez là. Ouais. Et puis maintenant, vous allez pouvoir un petit peu vous détacher. C'est sûr. C'est penser à autre chose, ça a été plaidé, c'est plus entre nous. Ouais. Voilà. Ouais. C'est interminable. Pour moi, j'ai envie que ça se termine et puis ça y est, on n'en parle plus. Voilà. Ça me met en souffrance. Vraiment, je souffre. Ouais. En plus, les employés, c'est tout dans un hôtel. C'est vraiment, ils font le travail, ils font tout. Je trouve que ça, c'est les dimensions humaines qu'ils ont oubliées. Les prud'hommes doivent rendre leur verdict en 2021. En attendant, Yahya Meslem est au chômage et vit avec 1 500 € par mois, le prix d'une simple chambre pour une nuit au Crillon. Chaque jour, dans le secteur de l'hôtellerie, comme Yahya, 18 salariés sont victimes d'accidents du travail. Et si l'on ajoute à cela les maladies professionnelles, en 2018, le secteur comptabilise près de 600 000 jours d'arrêt maladie. Emeline Brianté représente les inspecteurs du travail pour le syndicat Sud. Elle a elle-même réalisé de nombreux contrôles à Paris dans des hôtels prestigieux et vu des carrières brisées. Sur les accidents du travail, ça va être principalement en fait, des chutes, des mal de dos qui se déclenchent à cause de certaines postures qui sont répétitives, qui sont créées aussi parce qu'il n'y a pas d'aide à la manutention. Donc voilà, il y a des gestes répétés et des ports de charge importantes. Donc ça crée de toute façon ces accidents du travail. Et au long terme, en fait, des maladies professionnelles essentiellement dues à ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Hein. Et voilà, de toute façon, c'est des personnes, oui, qui ont de plus en plus
difficulté à terminer leur carrière en bonne santé, en tout cas, sans avoir des arrêts de travail répétés. Effectivement, les médecins du travail hésitent quelquefois à déclarer inapte parce que ça veut dire pour le salarié une sortie définitive de l'entreprise, hein, et avec souvent pas de possibilité de reclassement, même à l'extérieur. Donc c'est la fin de la vie professionnelle pour ces personnes. Donc c'est des moments dramatiques. D'après elle, une bonne partie de ces accidents et de ces problèmes de santé pourraient être évités si seulement les hôtels investissaient dans du matériel adapté. Il faut jouer déjà sur l'organisation du travail, le choix du mobilier, de la façon de concevoir les chambres. C'est déjà le premier axe pour limiter ces efforts. Et après, des équipements de travail qui peuvent aider. Donc les lève-lits, par exemple. Regardez effectivement le choix de la moquette parce que ça peut rendre plus compliqué la manipulation des chariots, des aspirateurs. Voilà, donc, mais le principal, c'est de repenser l'organisation du travail, notamment repenser les cadences, parce que ça, vous augmentez encore plus les risques d'accidents et de maladies professionnelles. Un travail qui abîme la santé pour un salaire à peine au-dessus du SMIC horaire. Dans la plupart des palaces parisiens, les femmes de chambre sont directement employées par les établissements. Mais selon les syndicats, la situation serait pire dans certains hôtels de luxe qui font appel à la sous-traitance. Ces dernières années, des femmes de chambre, des équipiers, ont manifesté partout en France. En 2015, au W Paris Opéra, un 5 étoiles. La même année, au Hilton, un 4 étoiles. En 2018, devant le palace Parc Hyatt. La sous-traitance permet de faire de belles économies aux groupes hôteliers. L'un des plus grands acteurs du secteur, c'est Elior. Un fleuron français, 110 000 salariés, près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette multinationale propose du personnel pour les hôpitaux, les cantines et les hôtels. Sous le soleil de Marseille, il y a plus d'1 an, démarrait l'une des grèves les plus longues de l'histoire de l'hôtellerie. Au pied de ce 4 étoiles, tous les matins, Denise, Leïla, Nascimento et leurs collègues écrivent leur ras-le-bol en gros caractères. Justement, leur employeur, c'est Elior. Les femmes de chambre ne sont pas valorisées. Parce que je suis désolée, mais c'est les femmes de chambre qui font tenir l'hôtel. C'est les femmes de chambre qui font vivre l'hôtel. Si les clients ils viennent que les chambres sont dégueulasses, excusez-moi l'expression, il n'y a pas de paye en fait, ils ne payent pas. Donc ils vont dire les chambres sont dégueulasses, donc moi je ne vais pas payer pour ça. Nous les femmes de chambre, on est les piliers de l'hôtel en fait. Des piliers, payés des queues de cerises. 10,28 € brut de l'heure, sans 13e mois, sans prime du dimanche. Avec des contrats à temps partiel, à la fin du mois, elles peinent à avoir 900 € net sur leur compte en banque. Dans leur combat, ces femmes, pour la plupart d'origine capverdienne, sont soutenues par 2 juristes du syndicat CNT-SO. Elles ont aussi dans leur camp l'opinion publique. Vous ne laissez pas faire. Tout travail mérite du salaire. Du moment que vous travaillez, ils doivent vous payer décemment. Voilà. Chaque jour, elles collectent de l'argent pour financer la grève et se verser un semblant de salaire à la fin du mois. Il y a énormément de gens qui s'arrêtent. Un jour, une dame qui gare sa voiture là, qui nous fait un chèque de 200 € et qui repart, quoi. En revanche, depuis le début de la grève, les femmes de chambre reçoivent aussi des visites de la police. Elle vient régulièrement pour tenter de les déloger. Si vous restez, moi après je vais tout finir par quelque chose. Alors vous choisissez. On a le droit là-bas. Pardon? Non, vous n'avez pas. Peut-être vous avez le droit d'être sur la voie publique, certes. Vous entravez
l'entrée. Non, mais pas du tout. Oui, bien sûr que si. Mais comment on entrave l'entrée, monsieur? Montrez-moi. Mais montrez-moi comment on entrave l'entrée. Montrez-moi comment on entrave l'entrée. Vous savez très bien que On demande de quitter les lieux. Non, Vous mais voulez c'est pas pas quitter les possible lieux? qu'on quitte les lieux, monsieur. C'est pas possible. Faites ce que vous avez à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Très bien. L'aplomb de l'une des juristes, et peut-être aussi notre caméra, dissuade les policiers d'intervenir. En 75 jours de grève, Leïla a eu le temps de s'habituer à leur venue. On a marre de voir la police tous les jours. Et après, maintenant, ils sont arrivés, ils nous disent de quitter les lieux. Je suis énervée, là. J'avoue que quand je les vois là avec leurs trucs, je tremble. Alors je tremble à moitié de colère et à moitié de peur parce qu'ils disent des choses complètement arbitraires. Lors de leur grève, elles ont tenté une action plus spectaculaire, salir la façade de l'hôtel. Mais elles restent sur leur garde, car les visites de la police ne sont pas toujours courtoises. Quelques jours plus tôt, une scène les a choquées. Elle a été filmée par plusieurs témoins. Les policiers arrêtent Leïla. Ses collègues et les juristes tentent de s'interposer. Le ton monte. Denise aussi est interpellée. La police utilise des gaz lacrymogènes. L'une des juristes, Camille, est jetée au sol. Elle est enceinte de 6 mois. Elle passera 12 heures en garde à vue. Denise et Leïla, elles, y resteront 24 heures. Elles sont depuis poursuivies. Pourtant, pendant des années, ces femmes de chambre étaient heureuses de travailler dans l'hôtel NH, jusqu'à ce que la société Elior devienne leur employeur en décembre 2018. Depuis, le quotidien de Leïla et de ses collègues a bien changé. Depuis qu'on a commencé à travailler avec eux, il y a toujours le manquement sur le fichier de paye. Il y a les paniers repas qui ne sont pas payés, il y a des absences sur le fichier de paye qui sont justifiées et il y a une remarque sur la fichier de paye qui c'est injustifiée. Et il n'y a pas de chariot pour travailler aussi, des chauffants. J'ai dû travailler avec les thés d'oreiller pour nettoyer la chambre. Moins d'acquis sociaux, du matériel manquant et des conditions de travail, d'après elle, à la limite de la légalité. Nos contrats, c'est 53 par jour. Mais on ne fait jamais 5 heures, on fait toujours plus. 6 heures, 7 heures. On fait 6 heures défilé, 7 heures défilé. On n'a pas le droit de manger, même pas de boire. On ne peut pas ramener de bouteilles d'eau dans les étages. Comme j'habite loin, je réveille à 6 heures du matin, je prends mon petit déjeuner. Après, quand c'est midi, il faut que je mange. Parce que depuis 6 heures jusqu'à midi sans manger, c'est compliqué. Donc, et comment vous faites alors? On ne mange pas. Quand on finissait le travail, on mange quelque chose. À quelle heure vous finissez le travail? Moi, en général, je finis toujours à 15h, 15h30, vers 16h. Donc de 6h à 16h, vous mangez rien du tout? Rien du tout. Leïla est mère d'un petit garçon. Sans le revenu de son mari, elle ne pourrait pas s'en sortir. Elle réclame, entre autres, un 13e mois et une augmentation de 30 centimes de l'heure. Elior leur a fait une proposition, une prime exceptionnelle de 150 € et une augmentation de 3 centimes de l'heure. Pour Leïla et sa collègue, cela ferait 3,12 € de plus par mois. Le grand patron, là, quand il a dit ça, j'ai enlevé, j'ai dit, on était tous autour de la table, j'ai enlevé, j'ai dit, si 3 centimes, c'est croyait qu'on est des mendiants, en fait. Des femmes qui ont l'impression de demander l'aumône alors qu'elles nettoient des chambres de grand standing. Chez d'autres sous-traitants qui travaillent pour des hôtels de luxe, il y aurait même du travail dissimulé. Bienvenue au Molitor, un joyau architectural des années 20, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Les chambres, qui surplombent une immense piscine art déco, se louent entre 500 et plus de 1000 € la nuit.
quelles sont les conditions de travail de celles qui les nettoient. Nous avons demandé à cet hôtel 5 étoiles de nous ouvrir ses portes, mais là encore, refus. Alors, nous appelons Sarah à la rescousse. Notre journaliste s'est de nouveau portée candidate pour se faire embaucher. La société qui la recrute pour le compte du Molitor s'appelle Medifrance. Son profil leur a tapé dans l'œil, elle sera gouvernante pour 1 400 € net par mois. Première mauvaise surprise, sur ce maigre salaire, elle est censée financer elle-même l'achat de ses tenues. L'achat des vêtements dont on a besoin pour travailler, effectivement, est une part importante des dépenses parce qu'une veste de costume, ça coûte relativement cher, même si on va dans tout ce qui est plus bas prix, c'est minimum 50 €, plus les pantalons, les chaussures, les chemises, dont il en faut aussi plusieurs pour pouvoir se changer. Donc c'est assez conséquent, oui. C'est d'autant plus choquant que ça fait partie du métier d'être présentable, comme on dit, donc bien coiffé, maquillé, que les affaires soient propres, repassées. Donc c'est vrai que ça fait pas sens que ce soit pas fourni directement par le sous-traitant en l'occurrence. Sarah prend son poste à 8 h du matin. Dans le bel hôtel, le bureau de la société de sous-traitance, au sous-sol, est un minuscule local sans fenêtre. Bonjour, Sarah, enchantée. Ça, c'est juste votre contrat, du coup, elle ira signer. La supérieure de Sarah est aussi une salariée de Medifrance. Pour ce poste de gouvernante, Sarah supervisera le travail de 3 à 6 femmes de chambre chaque jour. Salut. Ça va? Ouais. Je viens te voir parce que la 225 et la 227, faut les faire en grand lit. Ouais. Ici, le rythme est encore plus soutenu que dans les autres hôtels. Les chambres doivent être faites en 1 demi-heure. Dans la 118, est-ce que tu peux mettre plus de café et plus de lait pour ce client-là? Oui, ok, d'accord. Merci beaucoup. À plus tard. Les collègues de Sarah enchaînent les chambres toute la journée. Ça y est, vous avez tout fini? Très bien. Ça a été aujourd'hui? Ouais, c'était dur, hein? 15 chambres. Oui. Oh, c'est beaucoup. En plus, il y en avait une grande. Merci à toi. La cadence est éreintante pour les femmes de chambre. C'est ce que confirme à Sarah une autre gouvernante qui travaille ici. Tous, elles sont malades. Hein. Ils ont des problèmes de dos? Partout, ici, le dos, ils ont tous les mains, avec les jambes, différents. Je vois les femmes, ils sont tous malades. Ouais. Ils sont en bonne santé, hein, à cause de ce métier. Même pour les gouvernantes, les journées sont épuisantes. Elles ont 42 chambres à inspecter. On ne peut pas prendre la pause complète, normalement c'est 1 heure, mais jamais on prend 1 heure. C'est vrai? Il y a des gouvernantes qui ne mangent pas de temps, qui ne prennent pas. Moi, je ne peux pas. Même 10 minutes, je vais descendre à manger un peu. On ne marche pas, hein. On court. On vole. Du personnel harassé et abîmé. Sarah découvre aussi plus grave. Les femmes de chambre travailleraient parfois sans être payées par leur employeur. Elles seraient rémunérées non pas à l'heure, mais à la tâche, une pratique hors la loi. Ici, en fait, le contrat, c'est par chambre. C'est pas par heure. On est payé par chambre. D'accord. En général. Il faut faire combien de chambres? Il faut faire 2 chambres pour avoir 7 heures. 2 chambres si tu fais moins, ils ne te payent pas ton contrat. Ça veut dire qu'ils vont te payer que nombre de chambres que tu as fait. Nombre de chambres? Nombre de chambres. Sarah décide de vérifier les propos de cette femme de chambre auprès de sa supérieure. Celle-ci reconnaît que la pratique est interdite, mais que les contrats de Medifrance permettent de le faire quand même. La légalité française interdit de payer à la chambre. Ok. Donc on les paye à l'heure, mais en sachant qu'1 heure représente 2 chambres. Donc elles sont finalement payées à la chambre. Mais officiellement à l'heure. La petite, elle met toute la journée pour faire... Elle met 7 heures pour faire 7 chambres. Et elle n'en sera payée que 4.
C'est tout un stratagème pour masquer le fait que ces femmes de chambre sont payées à la tâche. La supérieure, elle a adapté son discours aux nouveaux employés en leur disant qu'ils avaient un contrat de 4 heures. Tout en sachant que pendant ces 4 heures, ils devaient faire 7 chambres. Mais elle se gardait de leur dire que s'ils faisaient plus que 4 heures, pour faire ces mêmes 7 chambres, ils ne seraient pas payés plus. Au sein d'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, nous découvrons des femmes de chambre qui travaillent donc chaque mois plusieurs heures gratuitement. Sans préciser le nom de l'hôtel, nous demandons son avis à Emeline Brianté, la représentante des inspecteurs du travail. Donc là, ce qu'on vient de voir sur ces images, c'est illégal ? Oui, très clairement en fait, parce qu'un employeur est obligé de décompter toutes les heures de travail, les faire apparaître sur le bulletin de salaire et cotiser évidemment. Donc au-delà de rémunérer déjà le salarié sur les heures qu'il a effectuées, c'est cotiser sur ces heures. Donc effectivement, ça constitue une perte salariale importante pour le salarié. Et donc oui, ça constitue une infraction. C'est du travail dissimulé, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons demandé à plusieurs reprises au Molitor de nous accorder une interview à ce sujet. Nous n'avons jamais pu l'obtenir. 1 an après le début de notre enquête, le service de communication nous répond enfin par courriel. Nous ne sommes plus sous contrat avec la société Medifrance. Nous avons retenu la société Sogepark, qui a débuté ses prestations en janvier 2020. Nous n'avons par ailleurs pas accès au contrat de travail des collaborateurs de Sogepark, à qui nous demandons de respecter les lois et réglementations en vigueur. En effet, aujourd'hui, c'est une autre société, Sogepark, qui a repris le contrat du Molitor. Ce nouveau sous-traitant applique-t-il la loi? Nous rencontrons une femme de chambre de Sogepark qui a travaillé au Molitor jusqu'à récemment. D'après les contacts qu'elle a gardés sur place, le paiement à la chambre existerait encore. Celle qui a un contrat de 7 heures va faire 14 chambres. Celle qui a un contrat de 5 heures, 10 chambres. Celle qui a un contrat de 4 heures, 8 chambres. Mais si on ne réalise pas le nombre de chambres qu'on nous a demandé de nettoyer dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore du boulot, oui, vous terminez, même si vous dépassez votre heure d'1 heure ou 2 heures. Et ça, c'est pas payé? Ah non, c'est même pas la peine de réclamer. Ils vous disent que c'est votre faute. J'ai un collègue qui, le dimanche, il va vous faire du 6h30 à 19h. Une journée de 12h30 de travail le dimanche. Payé combien? Payer 7 heures. Sogepark, que nous avons contacté, conteste avoir recours au paiement à la tâche. Mais selon cette femme de chambre, le vrai responsable de cette situation, c'est le Molitor. Savoir que l'équipe du Molitor communique avec l'équipe de Sogepark par téléphone WhatsApp et puis par mail. Voilà. Avec des messages incessants, où est-ce qu'elle est la chambre, où est-ce qu'on a la chambre, etc. C'est inadmissible, les clients ne doivent pas attendre. Et c'était ça en permanence. Mais avec la sous-traitance, il n'y a aucune indulgence. Rien n'est laissé, on ne laisse rien passer. C'est, OK, on paye ces gens, donc ils nous doivent du 120%. Quoi. Ça dit, c'est pas du 100, on ne veut pas, c'est du plus. Quoi. Le Molitor renvoie la responsabilité à son sous-traitant. Une stratégie courante, d'après Emeline Brianté, mais qui est contestable en cas de contrôle. De plus en plus, ils nous disent que voilà, ils ne sont pas du tout responsables de l'organisation, ils ne regardent même pas ça, ils ne savent rien du tout, c'est pas de leur faute. Enfin, sauf qu'en fait, ils ont une obligation en tant que donneur d'ordre. Dès qu'on constate ces infractions, on peut alerter le donneur d'ordre et ça lui crée une obligation d'enjoindre son sous-traitant de cesser cette situation illégale. Donc ça permet d'impliquer le donneur d'ordre et surtout lui rappeler qu'il ne peut pas s'en laver les mains. Après de nombreuses relances de notre part, nous avons fini par aller nous-mêmes au Molitor. Le directeur est en réunion. Bonjour, Édouard Perrin de France 2, complément d'enquête. Oui.
c'est la concierge générale qui nous reçoit. Moi, j'ai des sources concordantes qui me disent que le paiement à la tâche ici continue. Bon, bah, en tout cas, nous, c'est les informations qu'on a. Moi, voilà, je suis le messager et je vous dis que je ne peux malheureusement pas le déranger pendant sa réunion. Okay. D'accord. Désolée de ne pas avoir pu vous aider. Merci. Merci. Depuis la fin de notre tournage, nous avons appris que le Molitor allait cesser sa collaboration avec des sous-traitants et embaucher directement les femmes de chambre et les gouvernantes. À Marseille aussi, nous avons contacté Elior, l'employeur de Leïla et de ses collègues. Pourquoi le sous-traitant refuse-t-il d'augmenter ses salariés de 30 centimes par heure? Les femmes de chambre ont-elles enfin le temps de prendre leur pause? Allô, oui? Oui, bonjour, c'est Édouard Perrin de France 2, complément d'enquête. Oui, bonjour monsieur. En ligne, le directeur de la communication d'Elior. Moi, je peux pas prendre d'engagement auprès de vous là pour vous dire qu'on est capable de vous répondre aujourd'hui ou pas. En revanche, je peux regarder ce qu'il est possible de faire et revenir vers vous rapidement, ouais. Merci beaucoup. À très vite. Merci à vous. Au revoir. Nous n'aurons jamais d'interview, ni de leur part, ni de celle du NH Hotel. Mais dans un courriel, Elior a tout de même expliqué pourquoi ils avaient refusé les revendications des femmes de chambre. Ces dispositions ne sont pas prévues dans la Convention collective de la propreté. Elles ne seraient pas supportables économiquement pour notre entreprise. En 2018-2019, Elior a pourtant dégagé un bénéfice de 271 millions d'euros, 8 fois plus que l'année précédente. La grève des femmes de chambre a duré 167 jours. Seule victoire pour Leïla. Désormais, chacune a son aspirateur. Elle a abandonné tout espoir d'une augmentation ou d'un 13e mois. Ça va, Nana? Oui. T'as mangé quoi? T'as mangé carotte. Dans quelques mois, Leïla passera devant le tribunal. Elle est accusée de rébellion et de dégradation à la suite de son interpellation pendant la grève. Elle risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.